Bonjour à tous, merci d'être là en début d'après-midi. Le thème que j'aimerais en fait partager avec vous et puis surtout finalement aborder avec des échanges avec vous, c'est l'externalisation de la gestion d'absence. Donc c'est un sujet évidemment dont on parle beaucoup. Je pense qu'il est toujours bien de savoir de quoi on parle quand on parle d'absence parce que ça peut recouvrir énormément de choses dans les entreprises, dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Donc il y a d'une part les absences planifiées, qui sont, je dirais, les absences quelque part peut-être les plus faciles à prendre en charge, vacances, formation, déménagement. Et puis il y a les absences qu'on peut appeler non planifiées, imprévues, elles auront plusieurs noms selon qui en parle, avec l'accident, la maladie, la maternité, qui en Suisse, je dirais d'un point de vue de la philosophie, est rattachée à la maladie, même si ce n'est pas une maladie. Et en fait, derrière ce simple mot d'absence non planifiée, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qu'un concept simple recouvre énormément de complexité en fond, puisqu'on a les absences de court terme, moyen terme, long terme. On verra que les absences de court terme, c'est souvent le défi. Court terme, donc, dans l'idée, c'est les absences avant que vous demandiez un certificat médical à vos collaborateurs. Et ensuite, évidemment, il y a toute la problématique de l'interaction avec les différentes couverture d'assurance, mais ça veut dire aussi implication légale, les assurances perte de gain maladie qui dépendent de la LCA, la couverture accident LAA qui est donc une assurance sociale, et éventuellement la LAMAT, les conventions collectives de travail, etc. Plus loin encore, quand on creuse, évidemment, toute la question qu'il y a derrière ceci, c'est la question du salaire, du versement des indemnités journalières, et du versement en salaire, quelle part est en salaire, quelle part est en indemnité journalière. Et évidemment, quand on parle qu'est-ce qui est du salaire, qu'est-ce qui est de l'indemnité journalière, on va dire quel risque est porté par l'assureur, quel risque est porté par l'organisation. Et derrière, c'est calcul du revenu déterminant AVS, puisque quand je suis en finalement remboursement via l'assurance, c'est hors salaire déterminant AVS. Et puis, quel est le salaire assuré en pourcentage, quel est le plafond, que fait-on de cette différence, les différents délais de carence, les délais cadres d'indemnisation, 730 jours, 900 jours. Enfin, c'est quand même un univers qui, sous le simple vocable absence, finalement, nécessite une très grande connaissance technique de la régulation, de l'aspect légal et juridique. Et puis qu'il y a aussi des obligations, puisqu'après il y a des obligations d'annonce précoce à l'AI à un certain moment. Il y a la suspension des cotisations pour la partie de la prévoyance professionnelle, en tout cas obligatoire. Et en fait, quand on continue un petit peu à aller plus loin dans cette démarche, il y a finalement la compensation temporaire des ressources, puisque quand j'ai une personne qui est absente, qui va faire le travail à sa place dans l'organisation ? Et puis, il y a la question de l'aide à la réintégration de la personne qui a été absente, comment on la suit, comment elle revient, comment elle est réintégrée dans l'organisation. Et cet accompagnement finalement de l'employé en capacité, pour le temps où il n'est plus dans votre entreprise, est aussi une question extrêmement importante. Donc on voit que juste derrière en fait, le simple mot d'absence, on a vraiment une très grande complexité, un champ extrêmement large qui va de la relation à l'humain, en passant par le juridique, la compliance et évidemment l'aspect financier, puisque les absences, on le sait tous, représentent beaucoup de trésorerie pour les entreprises. Alors, le défi, en fait, c'est de faire bien. Et ça, en fait, je voudrais partager avec vous un certain nombre d'éléments que j'ai pu retrouver en regardant un peu ce qui se passait. Alors, beaucoup de ces données viennent des États-Unis parce qu'évidemment, ils ont un sens du recueil de la data qui est beaucoup plus développé que chez nous. Mais c'est quand même intéressant de voir que la clé de la gestion de l'absentéisme, avant même de savoir si on veut externaliser ou pas, c'est de savoir si on a une politique finalement en place, efficace de gestion de l'absentéisme. Parce que qu'on le fasse en interne ou en externe, qui sont deux choix qu'on va creuser un peu, finalement, la première chose, c'est de le faire bien. Et dans les études qui ont été justement menées auprès des entreprises aux États-Unis, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que finalement, c'est assez rare qu'on le fasse bien dans les entreprises. Ici, on voit que
les leaders, les cadres, finalement, il y en a seulement 1 sur 4 qui pense qu'on gère bien les absences dans son organisation. Et ça, c'est un survey qui a été fait sur plus de 500 entreprises en 2018. Et puis, 60% des entreprises sont mal évaluées par leurs propres collaborateurs concernant la prise en charge des absences, donc que ce soit pour les cadres de leurs équipes ou pour soi-même. Donc, on voit qu'on a quand même un déficit qui est très important à ce niveau-là. Et on voit aussi que 66% des employeurs ont vraiment de la difficulté à gérer tout particulièrement les absences intermittentes, qui est un très gros sujet, qui sont ces fameuses absences qu'on peut appeler perlées aussi, et qui est un des grands défis des assureurs. Concernant la politique de gestion d'absence, il y a aussi un élément qu'on retrouve dans certaines études récentes. Tout ça, c'est assez récent, donc c'est 2017, 2018, 2019. Seuls 3 employeurs sur 10 ont fait au moins une fois un benchmark de leur programme d'absence. Quand on dit programme, on ne parle pas de logiciel, on dit vraiment cette politique mise en place dans l'entreprise pour la gestion des absences. Ça veut dire que la plupart des entreprises mettent en place quelque chose, le maintiennent plus ou moins bien, mais en fait ne se comparent pas du tout au marché, ne vont pas voir ce qui a marché chez leurs partenaires, concurrents, etc. Et se posent finalement assez peu de questions sur ce sujet-là. Alors effectivement, peut-être la première des questions qu'on peut se poser, c'est comment assurer une prise en charge optimale des absences dans une organisation, quelle qu'elle soit. Ici, évidemment, on va parler plutôt des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, mais quand même d'une certaine taille, parce que toutes les statistiques démontrent que les PME sont bien meilleures à gérer les absences. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus proches de leurs collaborateurs et que, voilà, forcément, il y a un lien humain qui est direct. Après, elles sont meilleures, je dirais, justement, ce lien humain. Elles ont quelquefois des faiblesses. C'est sur la partie compliance et, je dirais, respect du cadre juridique. Mais ce qui va être important, finalement, pour assurer une bonne prise en charge, c'est finalement les délais, la réactivité, la proactivité. Ce qu'on peut tous peut-être constater, si on est dans cet environnement-là, c'est que c'est très variable d'une entreprise à l'autre, quelquefois même d'un département à l'autre au sein d'une grande entreprise ou d'une grande organisation, et aussi, je dirais, d'un certain moment dans le temps, qui est là, à un certain moment, avec la volonté de faire ça correctement, et tout d'un coup, peut-être 1 ou 2 personnes partent dans le département, et ça devient beaucoup moins efficace. Et puis, évidemment, être proactif, ça veut dire finalement aller vers l'employé, mais ça veut dire aussi déjà commencer par identifier. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra partager, mais beaucoup d'organisations ont déjà de la peine à identifier leurs absences de court terme. Énormément de peine. Donc, les identifier, les détecter, les enregistrer dans un système propre ou externe, et en fait les suivre et en tirer des enseignements, parce que ça c'est un élément. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette masse d'informations, comment on la gère? Ça concerne les équipes RH, bien sûr, parce qu'elles sont au premier lieu au front, mais ça concerne aussi clairement les cadres, les employés et les partenaires, puisque finalement les partenaires sont directement impactés aussi par une bonne gestion de l'absentéisme de votre organisation. Donc il y a des interactions qui sont internes et externes, et puis effectivement, on voit aussi que la régulation, elle a tendance, comme dans, je dirais, tous les domaines, à devenir de plus en plus forte, de plus en plus stricte, il y a de plus en plus de jurisprudence. Ça veut dire qu'il y a une mise à niveau de l'information qui est de plus en plus nécessaire et régulière. Alors, pour revenir au thème de l'organisation, la question c'est finalement où est la valeur ajoutée RH? Et ça, je pense que c'est un élément qui est important. C'est est-ce que la valeur ajoutée RH est mise au bon endroit? La plupart des structures ont des départements RH qui sont, je dirais, bien chargés. Et puis, finalement, l'impact financier pour la gestion des absences, qui est plus le côté, trésorerie, etc., il est très, très lourd sur l'organisation. Et je pense que derrière ça, il y a justement une réflexion de dire, si on a une bonne politique de gestion d'absence, eh bien, financièrement, on va s'y retrouver très rapidement, à beaucoup de niveaux.
Et peut-être que certaines tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée dans cette politique de gestion d'absence doivent être transférées à des structures qui sont, je dirais, aptes à prendre en charge ce type de demande. Alors, je vous demande un petit souci. Si vous m'accordez une petite seconde. Voilà. Parce que c'est pas... Voilà. Je n'étais pas sur le bon PowerPoint. Donc, on externalise ou pas. Ben évidemment, il y a tout de suite des freins et des craintes. Quand on est une organisation et qu'on se dit qu'on va confier une partie du lien au collaborateur à un tiers, et puis, voilà, ici, il y en a quelques-uns. Ça veut dire, est-ce qu'il y aura une perte de maîtrise, finalement, du processus? Alors, évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait un processus en place. Mais c'est un peu quand même une crainte qu'on rencontre beaucoup, c'est se dire, finalement, on va avoir un affaiblissement de la relation en employé si on confie cette tâche à un tiers. Après, évidemment, il y a toujours la question culturelle, vraiment de l'organisation en tant que telle. Respect de la culture de l'organisation et ses spécificités. Chaque organisation est particulière, elle s'est construite avec le temps, et chacun se dit, moi, ma manière de fonctionner en tant qu'organisation, elle ne va pas pouvoir être transférée à un tiers. Donc, évidemment, c'est des aspects qui se discutent. La perception par les collaborateurs aussi, c'est un message qu'on peut avoir souvent, c'est de dire, si on met en place une solution externe, les collaborateurs vont avoir le sentiment qu'on les flique, en fait, en réalité, qu'on veut avoir un contrôle supplémentaire sur leurs absences et ne vont pas bien percevoir cet aspect-là. Il y a un coût supplémentaire, puisque externaliser, forcément, ça a un coût, mais il y a aussi la mise en danger de l'effectif RH, qui peut venir aussi comme un frein en se disant, mais si on externalise, finalement, on aura moins de ressources pour avoir des emplois plein temps ou des emplois mi-temps dans le département RH, et on ne veut pas aller dans cette direction-là. Et puis enfin, il y a la question aussi du choix du prestataire. On se dit, bon, en admettant qu'on soit prêt à faire le pas, quel prestataire choisir et quel degré d'externalisation choisir? Est-ce qu'on externalise toute la chaîne de valeur de l'absentéisme ou seulement une partie de cette chaîne? Et ça, c'est quand même une question clé et qui diffère d'une entreprise à l'autre. Et puis évidemment, il y a la question de la ressource pour la mise en œuvre du projet, parce qu'en admettant qu'on ait répondu que face à toutes ces étapes, on est d'accord pour faire le pas, mais il faut avoir des ressources en temps, humaines et au RH et en général au IT, disponibles pour mettre en œuvre le projet. Et on le sait tous, dans les organisations, c'est un point extrêmement critique. Peut-être sur cette question des freins et des craintes, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui ne sont pas cités ici et qui, à votre avis, peuvent poser problème si on réfléchit à externaliser sa prestation de gestion d'absence? Ça couvre assez bien le champ. Ok, merci. Alors, une externalisation réussie, ça va être quoi? Évidemment, ça va être un peu, je dirais, l'inverse des craintes, quelque part, formulé autrement. Mais ça va être finalement une prise en charge qui garantit à chaque collaborateur une approche vraiment qualitative de son annonce, qu'il n'ait pas l'impression d'arriver dans un système, soit logiciel, soit helpdesk, soit un mix des deux, qui soit uniquement finalement standard, neutre et impersonnel, mais vraiment qui soit comme une extension du département RH de l'entreprise. Et puis évidemment, c'est, en tout cas selon ce qu'on pense du sujet, un équilibre, je dirais, entre un outil logiciel dédié sur mesure, simple à utiliser pour les RH, pour les collaborateurs, mais également une équipe dédiée humaine. Ça veut dire des gens qui vont concrètement régler les
quantité de petites choses qui ne rentrent pas dans les cases, mais pour lesquelles les collaborateurs doivent être finalement accompagnés. Et puis, on en revient toujours à cette culture. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont une interaction avec leurs employés qui peut être très différente dans certains cas, de l'une à l'autre. Et il faut avoir un prestataire qui soit capable de s'adapter à cette situation et d'être vraiment dans cette culture d'entreprise, d'être formé avec, je dirais, la manière de fonctionner du département RH de cette entreprise. Une externalisation réussie, bien évidemment, ce qu'on attend aussi, c'est qu'elle améliore finalement la compliance et la sécurité juridique. On se dit que voilà, si un cas doit être amené plus loin, soit parce qu'il y a un problème de prestation avec les différents assureurs, hein, que ce soit les parties accident ou maladie, ou avec l'employé, en admettant qu'on ait malheureusement un cas qui parte au prud'homme ou ce genre de choses, il faut être sûr qu'on ait tout documenté de manière parfaite pour que le moment venu, on soit en sécurité totale du point de vue juridique. Et ça, je dirais qu'un prestataire qui est dédié à ça et qui fait ça de manière systématique et professionnelle va nous garantir cette partie-là. Et puis l'idée, c'est évidemment qu'on confie toute la partie administrative relativement fastidieuse, lourde de la gestion pour en fait avoir un pilotage avancé. Parce que ce qu'on peut aussi observer quelquefois, c'est qu'on dédie tellement de temps en fait à la gestion RH, à la gestion du cas, des problématiques au quotidien, qu'on n'arrive plus à dégager suffisamment de temps pour le pilotage RH, pour voir où sont les problématiques, où sont les absences, dans quel département, de quelle durée, pour quel type de cas, et comment ensuite on peut agir avec ça. Donc l'idée, effectivement, c'est de se soulager de ça pour, non pas supprimer des postes ou ce genre de choses, mais au contraire, avoir un pilotage RH beaucoup plus efficace, avec des données à disposition qui sont consolidées, qui sont en temps réel et qui permettent des actions. Et évidemment, c'est la logique, on va avoir une meilleure productivité RH, puisqu'on va se concentrer sur là où il y a la valeur ajoutée des équipes RH. On a les fameux programmes de retour au travail qui sont, à mon sens, peu développés dans les entreprises aujourd'hui, qui mériteraient de l'être beaucoup plus. Le retour au travail, c'est la clé de la gestion d'absence, à mon avis, hein, parce que quelqu'un qui revient à son travail, quelle que soit la durée de l'absence, doit avoir une prise en charge, qu'elle soit minimale pour quelques jours, à un peu plus élaborée pour une durée un peu plus longue. Mais voilà, on doit le reconnaître dans son absence et le reconnaître dans son retour au travail. Et il faut consacrer du temps, et c'est relativement chronophage de le faire. Pour ça, il faut pouvoir confier d'autres tâches à des tiers. Et puis après, il y a toutes les autres activités RH qui ne nous concernent pas ici, mais comme le talent management ou d'autres activités. Donc l'idée, je pense qu'elle est vraiment là, de pourquoi finalement externaliser, c'est pour définir en fait dans le cahier des charges de la politique d'absentéisme les choses qu'on peut transférer à un gestionnaire spécialisé, dédié, culturellement compatible, très important, les fameux Third Part Administrator en anglais. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de clé. Et ensuite, avoir aussi un outil, parce que c'est beaucoup de données, les absences perlées sans outil. Même si dans les chiffres, il y a encore beaucoup d'entreprises qui font en manuel, mais c'est très difficile de les suivre, hein, c'est le défi. Alors qu'avec un outil, on va tout de suite voir si on a beaucoup d'absences de moins de 3 jours, beaucoup d'absences qui arrivent le lundi, le vendredi, sur certaines catégories d'employés, etc. Et on va pouvoir agir, on va pouvoir cibler, on va pouvoir agir et conserver et non pas conserver, provisoirement ou non, une partie de la gestion RH, mais la partie, en fait, qui a le plus de valeur. Donc pour résumer, je pense que le socle de tout ça dans toutes les organisations, et on l'a vu dans les statistiques, hein, c'est de très loin pas le cas encore aujourd'hui, c'est vraiment une politique interne. La première des choses à faire, seul en se faisant aider par des sociétés de consulting, mais c'est d'avoir une politique interne RH stable, fiable, validée du point de vue juridique, constante quel que soit l'effectif si on le fait en interne, constante quels que soient les changements internes, pour que vraiment on ait une prise en charge qui soit équitable, je dirais, dans la durée et égalitaire dans la durée
des différentes personnes en absence, et puis que ce soit vraiment limpide pour tous. L'outil, évidemment. Alors l'outil, il peut avoir beaucoup d'aspects. La question, c'est toujours est-ce qu'on met les absences planifiées ou non planifiées dans le même outil? C'est-à-dire est-ce qu'on met tout ce qui est vacances, formation et maladie, accident dans le même outil? Les deux sont possibles, mais il est vrai que plus c'est simple, mieux c'est pour tout le monde. Je dirais que les RH sont des techniciens, donc n'auront pas de problème, mais pour les collaborateurs et les chefs d'équipe, si ça peut être le même outil, c'est toujours bien. Et dans la mesure du possible, cet outil, évidemment, il doit être sympa à utiliser, on va dire, on dit intuitif, mais disons plutôt sympa à utiliser, pour que les gens aient envie de reporter les absences dedans. Et ça veut dire qu'il doit être disponible sur bien sûr les supports mobiles comme smartphone, tablette, etc., pour que le chef d'équipe finalement voit un intérêt à avoir cet outil pour son équipe, que le collaborateur voit un intérêt à pouvoir enregistrer ces différents documents et les différentes étapes de son absence dedans facilement, sans devoir faire des procédures lourdes de connexion. Et puis ensuite, il y a des actions concrètes, ça veut dire qu'une fois qu'on a cette data, ces données à disposition, eh bien, on a des éléments statistiques en temps réel, concrets, qui vont nous permettre d'avoir une action au bon endroit, au bon moment. Et en fait, l'intention qu'il y a derrière ça, je pense que c'est de créer un cercle vertueux. Et c'est important parce que finalement, quelle que soit la taille de l'organisation, l'intention, elle est quand même ressentie et perçue. Et beaucoup de statistiques et d'études démontrent que il y a une prime à la bonne intention. Il y a la prime à vouloir faire les choses avec bienveillance. Et on discute souvent dans les absences de ces questions de certificats au premier jour, etc. Mais on a des tonnes et des tonnes de littérature qui démontrent que la coercition ne fonctionne pas. Et j'aurais tendance à dire, mais alors ça, c'est pas des études, c'est plus un ressenti, mais qu'avec les nouvelles générations, ça va fonctionner de moins en moins bien. Donc soyons plutôt dans une intention positive et un cercle vertueux que dans des opérations de coercition. En quelques mots pour conclure, politique RH performante sur les plans humains, juridiques, financiers. Et je pense que le financier, vous avez vraiment des outils, si vous avez une belle politique de gestion d'absence, pour aller trouver les RH. On a des règles, alors qui ne sont pas la vérité dans une organisation donnée, mais qui sont quand même benchmarkées sur des dizaines et des centaines d'organisations, qui montrent qu'un franc investi dans la gestion d'absence, c'est 3 francs de plus au bilan. Donc, une bonne politique, les financiers vont l'aimer aussi, parce que, peut-être pas de manière immédiate, mais disons à court moyen terme, assez rapidement quand même, on va voir les effets sur les coûts salariaux, sur les coûts de primes d'assurance aussi, qui sont directement impactés. Et finalement, ça va être, je dirais, la rencontre pour tout le monde des meilleures choses. Si vous êtes en mesure de la mettre en place en interne, cette politique, et que vous avez toutes les ressources, tout le loisir, tout ce qu'il faut pour bien le faire, et les bons experts et des gens qui vont pouvoir se remplacer en cas d'absence, etc., c'est parfait. Enfin, moi, je rencontre des entreprises aussi où la gestion des absences en interne est parfaite. Ils ont simplement acquis un outil et ils ont, je dirais, les ressources pour le faire correctement en interne. Donc ça, c'est super. Si ce n'est pas le cas, plutôt que de mal le faire, je pense qu'il est plus raisonnable de confier cette tâche à un tiers qui va le faire bien pour vous et sur lequel vous avez des moyens de contrôle et des moyens finalement d'action pour qu'il le fasse comme vous le souhaitiez. Et puis enfin, on l'a vu aussi en début de présentation, mais mesurer ce qui se passe en interne chez vous, avec les différents départements, les taux entre les départements, les écarts de taux, y compris s'ils sont très positifs, parce que des fois, ça peut aussi cacher un mauvais reporting en réalité. Et puis, surtout, en externe aussi. Que font les sociétés comparables dans le marché ou des organisations publiques comparables dans le marché? Parce que finalement, même si on est dans le public, on est dans un marché aussi, il est public. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Comment on peut s'améliorer? Quelles sont les choses qu'on pourrait ajuster, mettre en place, développer? Et puis, la conséquence de ça, évidemment,
c'est que vous aurez du temps pour les missions RH à plus forte valeur ajoutée. Vous aurez consolidé votre niveau de compliance et de sécurité juridique. Et vous aurez aussi une amélioration des coûts directs liés à la gestion des absences. Voilà, j'arrive à la fin. Après, on peut ouvrir les discussions sur les différents sujets. Si vous externalisez, en priorité les tâches lourdes, complexes, à faible valeur ajoutée chez vous, choisissez le mode d'externalisation qui vous convient, qui convient à votre culture d'organisation et pas celle que vous propose forcément le prestataire. La conséquence de ça, c'est que vous devez, si vous le faites, pouvoir mesurer et obtenir des gains de productivité et améliorer la puissance de votre pilotage RH. Voilà, on est juste à côté. Si vous voulez la présentation, c'est juste un petit email là, on vous l'enverra avec plaisir. Et si on veut échanger un peu sur ces questions, qui peut-être ici a externalisé la gestion d'absence? Personne, tout le monde le fait en interne. Qui réfléchit à externaliser? Vous réfléchissez. Vous avez, sans trahir de nom, vous avez une organisation d'à peu près combien de personnes? 13 000. Alors dans votre tranche, c'est vrai que la majorité sont externalisées. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est... La majorité ne veut pas dire que la majorité a raison, on est d'accord. Hein. Mais c'est vrai que c'est... L'externalisation, elle a l'avantage, si vous prenez un prestataire, je dirais mondial, de pouvoir gérer vos employés partout où ils sont. Voilà. Je dirais que la question de l'externalisation, aujourd'hui, elle descend plus vers les plus petites structures. Les grandes, souvent, ont fait un choix, et dans tous les cas, que ce soit interne, externe, ont les moyens d'une politique assez établie. Après, il y a beaucoup de moyennes entreprises, on va dire, peut-être entre 50 et 300, qui se posent la question de conserver ça en interne ou de le faire en externe. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ce sujet était intéressant pour vous? Bon, merci beaucoup. Bon après-midi à tous.